Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien, votre émission d'information locale. Bonsoir Enzo. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Dans quelques instants avec vous, nous allons parler qualité de l'eau. Et oui, avec une application développée par un Sartois, Cyril Ledru, elle s'appelle l'ISO. Et grâce à elle, vous pouvez en quelques clics connaître la qualité de l'eau que vous buvez au robinet. Ça, c'est pour la première partie. Dans la suite, on recevra le nouveau directeur départemental de Ouest France en Sarthe, Nicolas Carnec. Si vous avez des questions par message WhatsApp au 0 670 672 792. On attend toutes vos questions, on les lira et on les posera à nos invités. Ça, c'est pour dans un instant. D'abord, on commence avec l'actu. Au sommaire de ce mardi 7 novembre, un incendie qui ravage un bâtiment industriel à Savigny-les-Vicq. Et oui, 1000 m² sont partis en fumée dans les locaux d'une entreprise d'emballage. 40 sapeurs-pompiers ont été mobilisés toute la matinée. À Coulennes, le ras-le-bol des éducateurs et des agents d'un foyer pour adolescents. Les syndicats dénoncent la vétusté du bâtiment qui accueille ces ados placés par l'aide sociale à l'enfance. Et puis, la course aux billets pour la prochaine édition des 24 heures a commencé. Nous sommes allés faire la queue avec les membres du club ACO qui sont venus chercher ce matin leur précieux sésame. Et on commence ce journal avec une alerte à la bombe qui a perturbé une journée de cours au collège Jacques Pelletier de Changé. Et oui, ce mardi matin, pendant la première heure de cours, une alarme de mise en sûreté s'est déclenchée. Dès lors, les forces de l'ordre ont été prévenues et ont déployé un dispositif de sécurité tout autour du collège. Quelques centaines d'élèves et des riverains ont été évacués. Les collégiens ont donc trouvé refuge au centre François Rabelais pendant la fouille du collège. En début d'après-midi, les doutes ont été levés. Contacté, le maire se félicite de la gestion de cette alerte. À noter que les cours reprendront donc mercredi matin. Puis c'était un gigantesque panache de fumée noire à Savigny-les-Vicq. Vous l'avez peut-être vu en prenant la route ce mardi matin. La cause, un incendie dans un bâtiment industriel de l'entreprise Agro-Concept Embal, situé dans la zone d'activité de la ville. Très vite, d'importants moyens ont été engagés par les sapeurs-pompiers. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les dégâts sont importants. Les images d'Anthony Piton. Le panache de fumée est visible à des kilomètres. Sur place, les sapeurs-pompiers de la Sarthe qui ont reçu l'alerte à 7h30. Le bâtiment de production de l'entreprise Agro-Concept Embal situé dans la zone d'activité de l'Épine, à Savigny-les-Vicq, est totalement détruit par le feu. À notre arrivée, l'ensemble de la partie production était en feu, soit une surface de 1000 m². Notre action rapide a permis de limiter la propagation et de la stopper pour éviter qu'elle ne se propage à la partie administrative du bâtiment. Une quarantaine de pompiers sont sur place, 3 lances ont été mises en action et actuellement nous procédons à l'attaque du sinistre à la mousse. Les risques de pollution ont été écartés par les sapeurs-pompiers qui ont procédé à des relevés de mesures et obtéré l'évacuation des eaux pluviales. Suite à l'incendie, 6 personnes, salariés de l'entreprise, ont été placées au chômage technique. À ce stade, la piste accidentelle est privilégiée par la gendarmerie. Allez, en bref, maintenant, la halte ferroviaire Le Mans Hôpital Université a été inaugurée officiellement. C'était ce mardi matin, un peu plus de 2 mois après sa mise en service. La halte accueille 25 TER par jour sur la ligne Le Mans-Laval-Alençon. À partir du 10 décembre, ils seront 29 à s'arrêter au pied du centre hospitalier. La présidente de la région, Christelle Morancé, en a profité d'ailleurs pour annoncer le lancement d'une étude sur la mise en place d'un RER métropolitain au Mans, comme cela pourrait se faire à Nantes. Mais à son arrivée, la présidente a aussi eu le droit à un comité d'accueil des défenseurs des haltes ferroviaires de Crissé et Rouessé-Vassé, fermé depuis la fin de l'été. Une décision que défend la présidente de région. On l'écoute. La fermeture de gares, ce n'est pas de gaieté de cœur. La présidente de région que je suis ne ferme pas ces gares avec plaisir. Aujourd'hui, si on veut développer notre offre, si on veut que le temps de transport en train soit plus court qu'en voiture, nous n'avions pas le choix, il fallait fermer ces 2 gares qui aujourd'hui étaient peu utilisées. Si je prends la gare de Roissy, c'était 11 scolaires, 3 abonnés, et la gare de Crissé, c'était 3 abonnés. La présidente qui a promis de recevoir le maire de Rouessé-Vassé prochainement, justement. Et Enzo, dans le reste de l'actualité, une mobilisation devant le foyer à caractère social, le pourquoi pas à Coulennes. La CGT et la CFDT Inalta dénoncent des conditions d'accueil déplorables pour les adolescents placés et le travail des professionnels. Les syndicats lancent un appel au département pour la reconstruction du bâtiment très vétuste, selon eux.
Anthony Piton. Ils sont 50 à manifester devant la maison d'enfants à caractère social de Coulennes. En cause, les conditions de vie des adolescents âgés de 14 à 18 ans accueillis ici. Les bâtiments sont très vétustes, il y a une dégradation de jour en jour, de mois en mois, moisissure, plafond qui se dégrade, étanchéité, rien ne va quoi, rien ne va. C'est absolument pas normal d'accueillir des jeunes dans des locaux, des bâtiments comme ceci quoi. 16 jeunes vivent dans ce foyer suite à une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants ou à une décision administrative. Pour les syndicats, reloger ces jeunes est la priorité. Depuis 15 ans, ce foyer doit être reconstruit parce qu'à l'intérieur, on a des fuites, des fils qui pendent. L'année dernière, il faisait 13 degrés dans le foyer. L'association a fait des choses depuis. Mais depuis 15 ans, ce foyer devant être reconstruit, le conseil départemental ne valide aucun projet et ne met pas en place la possibilité de la reconstruction et donc de la protection des jeunes et des salariés. L'association essaye depuis des mois de trouver des maisons, mais le conseil départemental pour le moment ne valide pas les projets. Et donc on veut absolument que ces jeunes soient sortis aujourd'hui et puis qu'ensuite soit reconstruit ce foyer. Suite à cette mobilisation, le département de la Sarthe fait savoir qu'un nouveau projet de restructuration globale de l'offre Inalta est en cours de discussion avec la direction de l'association. Aujourd'hui en Sarthe, 1882 enfants sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment connaître la qualité de l'eau qui sort de vos robinets. Eh bien, c'est possible grâce à l'application Liso, un outil développé par un ingénieur sartois. Soyez le bienvenu sur notre plateau, Cyril Ledru. Et oui, personne n'y avait pensé avant vous. Bonsoir Cyril Ledru. Bonsoir. Dans la vie, vous êtes ingénieur et vous êtes donc aussi le créateur de Liso, cette application née en 2021. Elle compte plus de 7000 utilisateurs aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce qu'elle nous permet de voir justement sur l'eau, cette application ? Je suis parti du constat que c'est assez compliqué de connaître la qualité de l'eau. On peut aller en mairie, on a une fois par an avec sa facture cette donnée sur la qualité de l'eau, ou sinon on peut aller sur le site du ministère, mais l'information est quand même assez compliquée. Par contre, sur un téléphone mobile, ce qu'on utilise tous les jours, ça n'existait pas. Donc je suis parti de ce constat-là et j'ai vu que les données étaient disponibles et ce que j'ai vraiment fait et vraiment innové, c'est vraiment de mettre un code de couleur pour que tout le monde puisse comprendre comment la qualité de l'eau peut être bonne ou moins bonne suivant les régions. Alors concrètement, c'est-à-dire qu'on a un moteur de recherche, on tape le nom de notre commune et là on a toutes les infos sur l'eau du coup. Exactement. On choisit le nom de la commune, on peut mettre en favori toutes les communes qu'on souhaite suivre dans le temps et à ce moment-là, on va avoir toutes les analyses sanitaires qui ont été faites sur l'eau suivant la commune qu'on a choisie. Alors c'est seulement en Sarthe ou partout en France ? Toute la France, Martinique, Guadeloupe, etc. Donc vous parliez tout à l'heure du code couleur, justement, comment il se présente ? Alors, code de couleur, il est assez simple, ça va du vert au noir. Vert, tout va bien. Jaune, il y a quelques non-conformités, mais il n'y a aucun risque particulier. Orange, il y a des limites qui commencent à être atteintes. Après, on va passer au rouge, où là, il y a des restrictions de consommation, par exemple, pour les personnes sensibles. Les femmes enceintes exactement, par exemple. Et puis en noir, par contre, c'est une interdiction de consommation. Donc avec cette application, on peut savoir s'il y a des pesticides qui ont été détectés, est-ce qu'on a aussi la dureté de l'eau, c'est ça, le calcaire, toutes ces informations ? Voilà, c'est des thèmes qui sont assez parlants pour tout le monde. Donc oui, les pesticides, on va savoir s'il y a des pesticides qui ont été recherchés ou pas, parce que si on cherche pas, on ne trouve pas. Et donc là, on va pouvoir savoir les pesticides qui sont recherchés. On va pouvoir connaître la dureté de l'eau, savoir si elle est calcaire ou pas calcaire. Et donc c'est important parfois pour faire des aménagements après, notamment dans la maison, l'appartement, avec un adoucisseur. Exactement, savoir si on a besoin, suivant les régions, d'avoir un adoucisseur ou pas d'adoucisseur. Voilà, ça peut être une information. Ou pour le lave-vaisselle, c'est aussi ce genre d'information qui peut être utile. Est-ce que compiler toutes ces données, ça a été compliqué quand même, quand vous vous êtes lancé dans l'aventure, entre guillemets? Il m'a fallu à peu près 1 an de travail pour comprendre les données sur la qualité de l'eau, comprendre ce que c'est que le traitement de l'eau. J'ai vraiment appris, je suis assez autodidacte et j'ai appris pendant à peu près 1 année. Et après, je me suis appuyé sur différents professionnels pour m'aider à comprendre ce que c'est que la qualité de l'eau. Et comment sont mises à jour les données, justement? Vous les mettez à jour régulièrement sur l'application? Exactement. Alors, tous les mois, on a les nouvelles données, les nouveaux contrôles ARS qui sont mutualisés au niveau national. Et donc, tous les mois, vous avez les nouvelles données. Donc, par exemple, sur
Les données qu'il y a sur septembre, on va les avoir tout début novembre. Vous travaillez seul pour l'instant sur cette application ? Je travaille seul. Ça me prend du temps, mais voilà, c'est vraiment un projet personnel qui me tient à cœur pour vraiment donner une information vraiment accessible à tout le monde. Et vous souhaitiez donner peut-être aussi un sentiment de transparence, de service public aussi peut-être sur cette donnée générale finalement qui est l'eau ? Alors, c'est exactement, parce que cette donnée, tout le monde peut l'utiliser. Hein. Moi, ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire. Après, voilà, j'ai fait quand même pas mal d'innovations autour. Mais voilà, la donnée, elle est accessible, elle est publique. Et vraiment, ce qui est important pour moi, c'est de donner l'information la plus transparente. Hein. Je ne transforme pas l'information des contrôles ARS. Je mets juste en lumière, avec un code de couleur, l'information qui peut être utile pour chacun. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'application ? Est-ce qu'il y a des projets de développement, là, peut-être pas maintenant, mais dans les prochaines années ? Alors là, pour la fin de l'année, ce que je suis en train de faire pour iPhone, c'est par exemple avoir la qualité de l'eau par exemple sur 5 ans. Donc si on veut suivre par exemple, je sais pas, le nitrate, on veut suivre le chlore sur une durée de 5 ans, ça va être intéressant de voir un peu l'évolution, si c'est mieux ou moins bien. Donc ça va être accessible sur iPhone et dès maintenant sur Android. Et ce que je suis en train de faire là pour le tout début de l'année prochaine, c'est plus avoir des notifications. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de lancer l'application. Directement, l'application va vous dire « Ah, il y a des nouvelles données et il y a eu un changement de la qualité de l'eau » et elle va vous notifier directement sans avoir à lancer l'application. L'ISO, LYZO, c'est tout simple et c'est disponible à la fois sur Android et Apple. Merci Cyril Ledru. Merci. Allez Enzo, J-221 avant les 24 heures du Mans. Et cette année, les Sartois pourront acheter leur place avant le grand public. Et oui, l'Automobile Club de l'Ouest l'a annoncé mardi prochain, le 14 novembre. Une billetterie exclusive ouvrira aux Sartois dès 10h à cette adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Les intéressés rejoindront donc les premiers titulaires d'un billet, puisque les membres ACO, armés de patience, ont pu récupérer les premières places disponibles ce mardi matin. Et certains se sont même levés très tôt. Colin Ancel. Ces billets Merci, sont les tout premiers de l'édition 2024. Ce mardi 7 novembre, la billetterie des 24 heures du Mans ouvrait pour les membres du club ACO. Ravis, une fois dotés de leur place. C'est notre sésame pour les 24 heures au mois de juin. On est super contents. On s'est levé à 5 heures quand même pour les avoir. On était là à 6 heures moins le quart. On a attendu 4 heures, mais on les a. Plus de 500 personnes sont arrivées avant 11 h ce mardi matin pour faire partie des premiers à se doter d'un billet. C'est un peu comme un grand concert maintenant. Les gens s'y prennent à l'avance pour viennent en avance pour acheter leur billet. Et voir ça pour les 24 heures du Mans, ça prouve que l'attractivité des 24 heures est vraiment en train de monter. La récompense est belle, l'épreuve d'attente est longue. Certains restent patients. J'aime bien mes 24, j'y vais tous les ans. Je sais que c'est la petite pénibilité, il faut attendre. J'ai pris une journée de travail pour ça. D'autres commencent à s'agacer. On est là depuis 8 heures ce matin. Je crois qu'il faudrait qu'ils trouvent une autre solution que ça, parce que ça ne va plus. Alors, une fois appelé, c'est le moment de soulagement là, monsieur. Oh oui, les jambes en compote. Vous attendez depuis longtemps ? 7 heures, ce matin. Près de 4 heures d'attente pour des places, la CO ne s'attendait pas à un tel engouement dès l'ouverture de la billetterie. On a mis en place ce nouveau système cette année dans les terrasses 24 pour pouvoir accueillir plus de membres, mais on ne s'attendait pas à avoir autant de monde ce matin. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que les 24 heures 2024 vont être encore plus attractifs que le centenaire. Encore plus attractif qu'une édition 2023 à guichet fermé avec 325 000 spectateurs. Une sacrée promesse. Réponse dans 221 jours pour le début de la course. Et on reste dans le sport avec une nouvelle recrue pour le MSB. Elle a été annoncée ce mardi avec la signature de Trevor Hudgens. Jusqu'à la fin de la saison, le meneur américain doit remplacer son compatriote Nate Mason, recruté par le MSB cet été, mais qui n'a pas donné satisfaction lors des derniers matchs. Le nouveau meneur de 24 ans a évolué une saison en NBA avec les Houston Rockets. Selon l'entraîneur Elric Delors, Trevor a été recruté pour apporter à l'équipe son talent offensif. Sachant que le MSB joue ce mardi soir en Ligue des Champions et qu'on verra les images dans Au Quotidien ce mercredi. C'est la fin de l'actu, on se retrouve dans un instant pour la suite. Bonsoir. Eh bien, le temps s'améliore un peu en soirée sur tout le département avec un ciel qui devient plus variable, avec même des nuages qui se font de plus en plus discrets.
Alors, ça a un bien sûr, mais en revanche, vous allez voir, avec ce ciel dégagé en cours de nuit, à cette époque de l'année, les températures vont fraîchir. En tout cas, déjà, même pour ce soir, on attend en milieu de soirée entre 6 et 7 degrés. On est descendu en dessous des 10 degrés. Il y avait bien longtemps qu'on n'avait pas vu des températures aussi fraîches en début de soirée. Comment tout cela va évoluer? Eh bien, mercredi, ça se gâte de nouveau, malheureusement. Une nouvelle perturbation arrive par l'ouest, va traverser tout le département avec des pluies parfois assez soutenues et surtout avec des vents assez forts. Les températures, je vous disais au petit matin, on baisse encore d'1 ou 2 degrés, 5 à 6 degrés au lever du jour. Là, on est pile dans les normales de saison. Pour votre mercredi après-midi, la perturbation traînera encore sur l'ensemble du département. Ce n'est qu'en soirée que ces pluies vont se calmer. Dans l'après-midi, elles seront parfois assez soutenues, accompagnées de rafales de vent. Attention, ces rafales de vent pourraient dépasser localement les 70 km à l'heure. Donc, soyez prudents, en tout cas, si vous devez circuler sur les routes de la région. La tendance maintenant, pour la journée de jeudi, on est à l'arrière de ce système. La perturbation s'est évacuée par l'est. S'est installé un ciel de traîne, vous voyez, nuages, éclaircies, mais aussi des averses par moments assez soutenues et toujours accompagnées de bourrasques de vent. Vous voyez que le temps reste tout de même assez agité et vous allez voir que pour la journée de vendredi, c'est pas fini. Une nouvelle perturbation arrive par l'ouest, pluie quasiment du matin au soir et des températures, qui remontent un peu sous cette couverture nuageuse, entre 11 et 12 degrés. Ça, c'est pour les maximales. On attend 11 degrés au Mans au meilleur de l'après-midi. Votre tendance, évidemment, n'oubliez pas de fêter les jours froids ce mercredi et soyez prudents avec la pluie. Bonne journée. Bienvenue dans la suite. Si vous nous rejoignez dans quelques instants, nous serons avec notre invité qui est un ancien footballeur, mais surtout un journaliste, puisqu'on reçoit ce soir Nicolas Carnec, qui est le nouveau directeur départemental de Ouest France. Mais tout de suite, comme d'habitude, vous en avez l'habitude, on fait un point sur la qualité de l'air en Sarthe avec notre partenaire RPI de la Loire. Et malgré une accalmie temporaire des conditions météorologiques, les concentrations en ozone se maintiennent, conduisant à un indice de qualité de l'air moyen pour ce mercredi 8 novembre. Les autres polluants, particules, dioxyde d'azote, demeurent à des conditions faibles. Voilà Enzo, je vous rejoins avec notre invité. Et oui, vous l'avez dit, notre invité est aussi un breton en terre sartoise. Bonsoir Nicolas Carnec. Bonsoir. Vous êtes le nouveau directeur départemental de Ouest France. Alors un quotidien que vous ne découvrez pas puisque vous y avez travaillé de nombreuses années. Mais jusqu'à maintenant, je crois toujours en Bretagne. Morlaix, Landerneau, Lorient. Vous voilà au Mans. Il n'y a pas la mer, mais je pense qu'il y a d'autres choses à faire quand même. Oui, tout à fait. J'ai fait ce qu'on appelle un trobraise dans le secteur breton pendant plusieurs années, pendant 25 ans. Et il m'a été proposé ce poste de directeur départemental en Sarthe. Et que j'ai accepté assez rapidement d'ailleurs, voilà, sans connaître le département. J'en connaissais le stade Léon Bollé, qui n'existe plus, donc vous voyez, j'ai peu de repères. Mais comme beaucoup, on passe au Mans, on ne s'arrête pas forcément, et j'ai été extrêmement surpris de ce que j'ai découvert et de ce que je découvre au quotidien. Tant pour la ville du Mans et son centre-ville qui est, à mon sens, trop méconnu, et pas seulement sa cathédrale, mais tout ce qui va avec. Et également le territoire dans sa globalité, qu'on parle de La Flèche ou de Sablé ou de Mamers, où j'ai passé quelques heures le week-end il y a 15 jours à l'occasion du Congrès des maires. Donc voilà, je suis ravi d'être là, je découvre des choses tous les jours et ce métier est absolument fabuleux, c'est pas vous qui allez me contredire. On apprend des choses tous les jours et là, vraiment, j'en apprends toutes les heures, c'est cool. Alors quand on est directeur départemental, justement, quand on arrive en Sarthe, votre rôle, ça va être justement votre envie peut-être de mettre en avant ce que vous disiez, des communes peut-être moins connues, comme La Flèche, Mamers, Sablé. C'est ça aussi votre volonté? Oui, alors c'est la règle de base à Ouest France. Notre slogan est toujours valable, encore aujourd'hui, de la commune au monde, et non pas dans l'autre sens. On part de notre territoire. Et on essaye d'être au plus près de l'information de notre territoire, que ce soit les villes, les communes, de la plus petite à la plus grande. Et ça, c'est absolument passionnant, parce qu'il se passe des choses tout le temps. Donc l'objectif, c'est effectivement celui-là, de retrouver un réseau de correspondants un peu plus dense que ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui une cinquantaine de correspondants. Parce que les correspondants, le nombre a baissé? Oui, le nombre a baissé. C'est vrai dans beaucoup de titres de presse quotidienne régionale. C'est aussi vrai chez nous, ici, dans le département. Donc on essaye et on est d'ailleurs, nos portes seront grandes ouvertes. On va aller aussi à la rencontre des gens dans les communes pour justement de sensibiliser les gens qui sont intéressés par l'écriture, qui ont envie de faire parler de leur commune.
Donc ça nous intéresse vraiment grandement. Donc ça, c'est un premier chantier. L'autre chantier, c'était aussi de découvrir les collègues journalistes de la rédaction que je connaissais peu. Et il y a une très belle équipe. Parlez-nous de vos collègues, de cette équipe. Combien d'hommes, combien de femmes Alors écoutez, on est 28 journalistes répartis dans 3 rédactions. Donc celle du Mans, la rédaction du Mans, qui est la rédaction départementale, la rédaction de Sablé et la rédaction de La Flèche. On est à peu près sur un équilibre 50-50 en hommes-femmes et on a toute une partie donc, de journalistes de terrain que vous voyez là à l'image, c'est très bien, qui donc sur le terrain tous les jours, qui sont sur le terrain tous les jours, mais on a aussi une autre partie de journalistes qui fabriquent le journal et qui font vivre notre site internet, nos réseaux sociaux. Vraiment, c'est un ensemble. J'ai beaucoup parlé de collectif depuis que je suis arrivé. Je viens de là, donc je n'invente pas grand-chose. Je viens d'un sport collectif et je suis convaincu que chacun a quelque chose à apporter tous les jours, au quotidien. Donc que ce soit nos collègues journalistes de terrain, les secrétaires de rédaction qui font la mise en page, les SR Web qui travaillent beaucoup. Oui, c'est beaucoup de métiers finalement, on s'en rend pas compte quand on lit le journal. Oui, effectivement. Alors on a essayé de le faire il y a quelques jours à l'occasion de la venue de la rédaction en chef. On a essayé d'expliquer un peu qui on était. Dans le département, je trouve que c'est important de rappeler qui on est et pourquoi on est là. On est là pour l'information, pour informer nos lecteurs le mieux possible. Une information juste, une information vérifiée, ça c'est vraiment notre ADN. Et c'est combien d'exemplaires justement en Sarthe ? C'est 20 000 exemplaires jour en Sarthe. Mais avec aussi un gros attrait pour le numérique, notamment à Ouest France. Effectivement, on a aujourd'hui plus de 60 000 abonnés sur nos réseaux sociaux. On a un site internet qui est en constante progression, c'est 30 millions de pages vues. Donc voilà, ça va bien au-delà de la Sarthe. Mais notre ADN à nous, et notre mission à nous sur le terrain en Sarthe, c'est effectivement de parler de l'actualité, d'être au plus près de l'actualité sartoise et des Sartois. Et ça, on le sait, le numérique, ça va être un gros chantier, pas seulement pour Ouest France, pour nous, journalistes en général. On l'a bien senti au cours des 10 dernières années, même si tous autant qu'on est, nous avons cherché le modèle. Parce qu'évidemment, on n'est pas une entreprise philanthropique, mais on est une entreprise. Et c'est nécessaire de générer des revenus et d'avoir une information crédible. On a cette chance, nous, à Ouest France, d'être adossés à une association de loi 1901 qui nous garantit cette indépendance. Oui. Voilà. Et ça, c'est quand même aujourd'hui, quand on voit un certain nombre de titres nationaux gérés par des milliardaires ou des millionnaires ou des grands groupes, on a cette chance à Ouest France d'avoir cette garantie éditoriale et cette liberté éditoriale qui est la nôtre. Et ça, je pense que c'est un atout qu'on doit faire savoir. On le fait peu. On a cette habitude de ne peu parler. Je pense que c'est aussi une habitude sartoise. Je le découvre. On dit et pas, on le fait un peu là ce soir. On essaye. Ouais, justement. Non, mais c'est très bien. Et je vous remercie de m'avoir invité. C'est très sympa parce que ça nous permet aussi de parler de notre métier, qui est parfois décrié. On l'a vécu. La crise des Gilets jaunes, on l'a tous en tête. On l'avait vu arriver pour certains en tous les cas. Et c'est bien qu'on ouvre nos portes, qu'on dise ce qu'on fait, qui on est et pourquoi on est là. Voilà. Merci Nicolas Carnec. Et bien tout de suite, sans transition, on joue, Colin. On va jouer parce que cette semaine, on vous propose de gagner vos places pour le salon de l'immobilier au centre des expositions du Mans. Il ouvre ce vendredi et on découvre ensemble la question du jour pour gagner vos places. Cette semaine, gagnez 2 places pour le salon de l'immobilier et maison du 10 au 12 novembre en répondant à la question suivante. Quel pourcentage représente la différence entre le loyer moyen au mètre carré entre Paris et Le Mans ? 52%, 58% ou 64% ? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Et puis avant de se quitter, le point sur votre soirée, Colin. Oui, vous avez rendez-vous avec Plus belle ma Sarthe avec Bruno Palmet ce soir, direction Domfront en Champagne. En Champagne. Exactement. Restez avec nous sur LMTV Sarthe. Quant à nous, dans Au Quotidien, on se retrouve ce mercredi à 18h30. Bonne soirée. Bonne soirée.